ce soir, je crois que c'est d'actualité, hein, puisque on a beaucoup parlé de Brexit depuis le 23 juin 2016, n'est-ce pas, date du référendum en Angleterre. Et donc, je crois que je vais faire une petite introduction, Michel n'en voudra pas. Pour certains, donc, ce référendum britannique n'est rien d'autre qu'un triomphe de la bêtise contre l'intelligence. On a peut-être entendu ça en 2005 aussi. Alors, je citerai quelqu'un de très connu, BHL, Bernard-Henri, qui a écrit « Ce Brexit, c'est la victoire non du peuple, mais du populisme. C'est la victoire, autrement dit, du souverainisme le plus rance et du nationalisme le plus bête. C'est la victoire de l'Angleterre moisie sur l'Angleterre ouverte sur le monde et à l'écoute de son glorieux passé. C'est la défaite de l'autre devant la boursouflure du moi et du complexe devant la dictature du simple. C'est la victoire des casseurs et des gauchistes débiles, des fachos et hooligans avinés et embirés, des rebelles analphabètes et des néo-nationalistes à sueur froide et fond de bœuf. » Bon, j'arrêterai là, parce que hein, c'est charmant. Pour d'autres, le Brexit, c'est la victoire des mondialistes, ou les avantages de l'Europe, sans en avoir aucun des inconvénients, ou bien encore l'art de passer d'une économie sous contrainte à une économie sans contrainte. Le Brexit, ce n'est pas le Royaume-Uni qui a quitté l'Europe, c'est l'Europe qui a rejoint le Royaume-Uni. Pendant longtemps, le Royaume-Uni s'est cantonné à l'échelle européenne à pratiquer la politique du donnant-donnant, avec Thatcher notamment. Puis, avec les années et l'austérité aidant, ce fut celle du nini. Ces temps-là sont aujourd'hui révolus, car dans un monde désormais globalisé, quand la city tousse, c'est désormais toute l'Europe qui s'enrhume. Alors, fort de ce constat, et aidés en cela par le Brexit, les mondialistes britanniques ont désormais le vent en poupe et les coups franches pour appliquer leur politique dite des 3 M. Migration, monnaie et mondialisation des échanges. Comprenez par là la poursuite par d'autres moyens de ce qui fut entrepris par la guerre par leurs cousins néoconservateurs. La réalisation de la mondialisation 2.0 en version 4G. Voilà. Je m'arrêterai là. Hein, j'avais prévu autre chose, mais je ne veux pas être trop long, hein, parce qu'après on a des critiques sur les souverainistes britanniques et les mercantilistes allemands. Donc voilà, ce soir, pour nous parler des causes profondes et structurelles du Brexit et de cette crise de l'Europe, nous recevons Michel Zerbato, économiste de renom. Qui avait annoncé depuis longtemps ce qui arrivait. Voilà, donc tu prends le rouge, c'est bon. Mais comme disait Engels, Oui. Ça marche? On ne fait pas bouillir les marmites de l'avenir, même si on est un bon marxiste. Et en fait, ce qui arrive, c'est dans le sens de l'histoire, mais on ne sait pas comment ça peut arriver. Le Brexit, ça aurait pu être la Grèce, ça aurait pu être le Portugal, l'Irlande, l'Espagne, etc. Bon, alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi le Brexit. C'est là? Je fais comment? Donc je vais essayer de vous expliquer comment le Brexit était inscrit dans l'histoire, sans que personne ne puisse dire que c'était prévisible. Mais quelque chose comme ça devait arriver. Alors, première chose, voyons. Le Brexit s'est interprété soit comme un coup d'arrêt de l'Europe, c'est le début de la dislocation, l'Europe est finie, ou alors pour d'autres c'est une chance. Quelqu'un comme Jean Quatremer, par exemple, dans son blog, là, les coulisses de l'Europe, il est tout content qu'Angleterre s'en aille, parce que sans l'Angleterre, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Bon, c'est aussi débile que ceux qui croient qu'on peut en sortir. Mais bon, je vais vous expliquer tout ça après. Alors, le problème, c'est que ce Brexit, il est survenu dans un climat populiste, j'ai mis entre guillemets, parce qu'on appelle populiste tout ce qui ne va pas dans le sens de
l'orthodoxie BHL par exemple, et populiste au sens où c'est le peuple qui s'exprime dans ses bas instincts, entre guillemets. Alors en fait, le populisme, Marx appelait ça le démocratisme. Il expliquait que la petite bourgeoisie radicalisée, qui voulait résister à la montée de la bourgeoisie, faisait appel au peuple pour choisir une autre voie que celle du capitalisme. Et Marx disait, bon, ben, le démocrate, c'est-à-dire le petit bourgeois radicalisé, croit qu'il suffit de montrer le chemin au peuple pour que le peuple suive. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est plus compliqué, pourquoi? Parce que le cas du Brexit, par exemple, il y a plein de gens qui se trompent. Quand BHL dit, et il n'a vraiment rien compris à la réalité, quand BHL dit c'est la victoire du nationalisme, ceci, cela, c'est tout l'inverse. Qui est-ce qui a voté le Brexit? Ce sont ceux qui veulent plus de libéralisme, plus de mondialisation. Le Brexit, c'était revendiqué par, je sais pas, je l'ai mis quelque part, par l'oligarchie, voilà, c'était pour pas mettre, parce que je n'avais pas la place pour classe dirigeante. Donc, la classe dirigeante du Royaume-Uni, ce qu'elle veut, et pourquoi elle n'est pas fâchée du Brexit, et pourquoi elle veut faire durer, ce qu'elle va négocier, c'est ne plus être soumise à la réglementation de la finance. En Europe, il est question de, alors ça a commencé déjà, de contrôler un petit peu la finance pour éviter qu'on revienne à la crise de 2010. Alors en fait, rien n'a été fait, mais au moins dans les paroles, dans les projets, ça se discute. La Grande-Bretagne ne veut pas de régulation du marché du travail, comme il est question que ça se fasse en Europe avec la renégociation de la directive Bolkestein, puisque les Anglais déjà n'ont pas rejettent la limitation de la semaine de travail à 48 heures, qui a valeur en France. Ils veulent qu'on puisse travailler davantage, etc., etc. Il y a trop de social en Europe pour la classe dirigeante du Royaume-Uni, etc., etc. Or, qui a voté le Brexit? C'est-à-dire qui a voulu ça? Plus de mondialisation, moins de social, moins de régulation, plus de mondialisation, de libre-échange. C'est les classes populaires et les classes moyennes, basses. Ce sont elles qui ont voté pour le Brexit. Celles qui sont le Nord, l'Écosse, non, pardon, l'Écosse est contre, le Nord de l'Angleterre, etc., etc., parce que c'est ce peuple, le peuple populiste, considère que les élites, c'est-à-dire Londres et le sud de l'Angleterre, les a abandonnés. Chômage, pauvreté, et fait venir les Polonais. En Angleterre, notamment, il y a une invasion de travailleurs polonais qui font que les salaires ont baissé, qu'il n'y a plus d'emploi pour les Anglais qui ne veulent pas baisser le salaire, etc., etc. Donc, c'est paradoxal. Mais les classes populaires et moyennes du Royaume-Uni ont voté le Brexit, alors que c'est contre leur intérêt, objectivement. Alors bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui d'essayer d'expliquer ça, mais c'est un problème général qu'on a en Europe, et notamment en France. Pourquoi est-ce que le peuple vote contre son intérêt? En France, qui est-ce qui est éligible? De qui parle-t-on? De Sarkozy, de Hollande, la droite, bon, qui gouverne par nature, puisque c'est la bourgeoisie, entre guillemets, etc. La gauche est le gouvernement, et la gauche qui n'a pas de gouvernement, ben, elle a disparu. La Guillet, Besancenot, vous entendez parler? Personne. Mélenchon, pauvre homme, il fait pitié. Donc, il n'y a pas... Ah oui, je suis désolé, je dis ce que je pense, on en discutera si vous voulez. Mais, bon, et donc, comment dire, le discours de gauche auquel le peuple exploité, qui veut s'émanciper, qui subit le chômage, la pauvreté, l'austérité, etc., il n'y a pas d'offre politique
Et donc, que fait-on en France? On est quand même moins con que les Anglais. Que font les classes populaires françaises? Elles votent à l'extrême droite. Et les classes moyennes et basses, elles s'abstiennent. Grosso modo, hein, je caricature un peu. Donc ça veut dire que le mal est le même, le mal-être, il s'exprime différemment. Et tout ça, ça ne fait pas avancer les choses, ça met l'Europe bien en crise. Alors, ce que je voudrais essayer de vous expliquer, de vous faire comprendre, selon moi, c'est que tout ce problème-là vient de la nature même du capitalisme. Ça n'est pas un problème d'Europe mal construite, mal orientée, qu'il faudrait changer ou réorienter. C'est là que le pauvre Mélenchon n'a rien compris. C'est pas un problème d'euro mal formé, comme disent les intellectuels de gauche, Lordon et compagnie. Le problème, c'est la nature même capitaliste des pays qui ont voulu s'unir depuis les années 50, depuis bientôt 70 ans, puisqu'on va en parler bientôt, on va fêter ça. Pourquoi? Parce que, et c'est ce que je voudrais vous faire voir, parce que, peut-être que je pourrais tourner quelque chose par là, voilà, parce que le marché commun au départ, l'Union européenne aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est établi entre ce que j'appelle là des formations sociales capitalistes, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Ce sont des sociétés dont l'économie est une économie de marché capitaliste. Bon, et ce fait-là implique un certain nombre de caractéristiques de ces pays, dont je vais donner l'essentiel. Et ces caractéristiques des formations sociales et capitalistes font qu'une union est impossible. C'est-à-dire toutes les formations sociales et capitalistes qui ont, par le passé, décidé de s'unir, elles ont construit une nation. L'Allemagne, la France, l'Italie, les États-Unis, etc. Je peux vous donner tous les exemples que vous voulez, sont des nations qui ont émergé de tentatives loupées d'union de style marché commun ou Union européenne. L'exemple le plus classique dont on parle le plus, c'est les États-Unis, qui avaient fait une confédération en 1776 et qui, 10 ans après, se sont aperçus que ça ne marchait pas du tout et qui ont décidé de faire une fédération, les États-Unis. Bon, et je conclurai justement, moi, pour des États-Unis d'Europe, si on veut s'en sortir. Sinon, il faudra apprendre à manger du riz avec des baguettes. Donc, voilà ce qui va suivre. Donc, quels sont les... Ben oui, vous avez vu, c'est la Chine qui finance la construction de l'EPR français en Angleterre. C'est quand même assez extraordinaire. Bon, bref, donc, on en reparlera, je pense. Donc, les caractéristiques économiques, il y en a deux qui sont essentielles pour comprendre pourquoi l'Union européenne ne peut pas fonctionner. Et oui, je dirais que dans une conférence comme ça, un jour, j'avais expliqué un petit peu ça rapidement, et je m'étais fait traiter d'économiste frustré en attente d'implosion de l'euro. Donc ça, je l'ai enregistré parce que bientôt, ça ne va pas tarder à repartir chez l'envoyeur. Donc le mail est prêt déjà, avec un yes, Y, 10 ou 12 E, 3 S, et des points d'exclamation. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas nouveau, ce qui se passe maintenant, c'était prévisible depuis longtemps. Donc, je disais, où est-ce que j'en étais, je ne sais plus, oui. Donc, les caractéristiques économiques. Alors d'abord, il y a le fait que le capitalisme, c'est la nécessité de faire du profit. Pour faire du profit, il faut vendre. Pour vendre, il faut être compétitif. Et donc, pour être compétitif, il faut que les salaires soient bas. Puisque chaque capitaliste a intérêt à payer ses salariés le moins cher possible. Mais, pour vendre, il faut des débouchés. Donc, il faudrait que les autres capitalistes paient cher. Et donc, ça, c'est la contradiction de base du capitalisme. Le salaire, c'est à la fois un coût, la compétitivité, et un revenu. Et alors, suivant les périodes, on mettra l'accent sur l'un ou sur l'autre, suivant
les possibilités. J'y reviendrai après. La deuxième grande caractéristique, je pourrais y revenir si vous voulez, c'est le problème monétaire. La monnaie, le capital, c'est de l'argent. C'est de l'argent qui fait de l'argent. Mais l'argent, qui est-ce qui le fabrique? Ce sont les banques, avec la banque centrale, qui chapeaute. Et donc, le problème, c'est que la banque centrale, plus exactement les banques injectent dans l'économie une somme d'argent, grand A, mettons, et les capitalistes, il faut qu'ils récupèrent cet argent, plus pour le rembourser du profit, pour payer les intérêts, pour investir, etc. Mais la question qui est posée, que peu de gens se posent, c'est d'où vient cet argent supplémentaire pour le profit. Et si on regarde les bilans des banques, la comptabilité, etc., on s'aperçoit, en tout cas c'est ma théorie depuis 30 ans maintenant, et il y a des profs qui ont mis des étudiants dessus pour essayer de me contredire, mais pour l'instant personne n'y est arrivé. Donc il y a bien une question importante, c'est d'où vient l'argent. Et si on travaille bien, on s'aperçoit que l'argent vient soit des exportations, c'est-à-dire si on exporte des marchandises, la Banque centrale va transformer en francs les dollars, par exemple, que l'on va retirer de la vente du fromage aux Américains. Mais cet argent qui va rentrer, moi je vais pas payer, j'exporte, mais c'est un crédit que la France fait aux États-Unis. C'est-à-dire que quand deux particuliers importent, quand vous achetez sur Internet, quand vous achetez quelque chose sur Internet, en Chine, direct, eh bien vous endettez quand vous achetez, oui, donc vous importez, vous endettez la France vis-à-vis de la Chine. C'est pour ça que les Chinois ont tant d'argent. C'est que tout ce qu'ils vendent en Occident, aux États-Unis, en France, en Angleterre, etc., c'est des devises qui sont stockées chez eux. Ils ont des milliers, des milliards de dollars, d'euros, etc. Et qu'est-ce qu'ils en font? Ils nous le prêtent. Puisqu'ils ne réclament pas on ne peut pas leur payer. Donc la seule solution, c'est soit ils nous achètent, c'est ce qu'ils commencent à faire. Et donc ils achètent les châteaux bordelais, ils payent les EPR, etc. Ou alors, quand on ne peut pas rembourser, si nous, par exemple, on ne peut pas, si on ne peut pas rembourser les Chinois, ben, soit ils viennent nous acheter, et puis c'est la guerre si on ne veut pas. C'est comme ça que les guerres sont arrivées, parce que les guerres, ça sert à quoi? Ça sert à remplacer. Quand on ne peut pas exporter dans un pays, si on a besoin d'argent, eh bien, on va le chercher. C'est ce qu'a fait Napoléon et Hitler en 1939, et ainsi de suite. Donc, il y a ce problème-là, et donc ça veut dire quoi? Soit on exporte, soit la Banque centrale prête, fait marcher la planche à billets. Donc, si vous voulez, il y a une caractéristique, c'est qu'un pays qui est fort, comme l'Allemagne, il exporte et il fait crédit aux autres. Soit les pays sont faibles, ils importent plus qu'ils exportent, et on leur prête leur argent. Par exemple, je ne vais pas revenir sur le mécanisme, mais au sein de l'euro, il y a un mécanisme dont on parle peu, mais qui s'appelle le Target 2, qui est le fait que chaque fois que vous achetez un produit allemand, eh bien l'Allemagne prête à la France les euros avec lesquels vous payez. Mais bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais on y reviendra si vous voulez. Mais ça, ce sont des choses qui ne sont pas discutées et qui sont indiscutables. Il n'y a aucun problème. Alors, après, il y a des caractéristiques politiques et sociales. Politiques et sociales, pourquoi? Parce qu'on parle d'une économie, le capitalisme serait une économie de marché. Mais il faut bien voir que le marché, ça n'existe pas au sens propre du terme. Les économistes libéraux disent le marché, c'est naturel. Non, c'est pas vrai. Il n'y a aucun marché qui soit naturel. Le troc n'a jamais existé. On est remonté jusqu'à 4000 ans avant Jésus-Christ, il y a des documents en Égypte. Bon, on comptait en argent, mais on payait directement. Alors ce n'était pas du troc, parce qu'il y avait une unité de compte. Donc le troc n'a jamais existé, le marché ça n'existe pas. Et
le marché, ça fonctionne par les normes qui sont fixées par les autorités publiques. Donc il y a des normes techniques, sociales. On ne peut pas travailler plus de 40 heures par semaine, on ne peut pas payer moins que telle somme, on ne peut pas mettre n'importe quoi dans les boîtes de lait, et ainsi de suite. Parce qu'il y a des problèmes de santé publique, il y a des problèmes divers, etc. Donc, pour ne pas trop retarder, je dirais que le marché, ça passe par des normes. Et donc, les prix qui résultent du marché sont des prix politiques. Il n'y a pas un prix qui ne soit pas déterminé politiquement. Et donc, le TAFTA, là, dont on parle en ce moment, le CETA et tous ces trucs-là, ce sont des normes qui sont discutées entre nations indépendantes, parce qu'il n'y a pas de nation mondiale pour fixer les normes. Donc, c'est un rapport. En France, les normes de marché sont fixées par la démocratie, entre guillemets, la délibération démocratique, si ça existe. Autrement dit, par la bureaucratie, les technos, etc. Entre pays, ça n'existe pas. Donc il faut que ça discute. Et si ça ne discute pas, c'est le rapport de force, etc. Bon, donc voilà, donc ça, il y a cet aspect marché du marché, et en particulier le marché du travail, ça n'existe pas. Le salaire, comme le taux de l'intérêt, c'est-à-dire le prix du travail, ou de la force, le prix du travail, ou le prix de l'argent, même déjà Adam Smith, en 1776, dans son bouquin de l'époque, avait expliqué que ces deux marchés-là, pourtant c'est le théoricien de la main invisible, tous les libéraux s'en réclament, mais si on lit Adam Smith, moi j'ai fait l'effort, on s'aperçoit que Smith explique que les salariés, il faut que l'État intervienne, parce que les salariés, la loi leur interdit de s'associer. Il y a eu la loi Le Chapelier après, mais en Angleterre c'était déjà existant. Il dit, tandis que personne ne peut empêcher les maîtres du travail, les patrons, de dîner ensemble. Bon, il avait tout compris. Il dit, et pareil, pour le prix de l'argent, le débiteur est en position de faiblesse par rapport au créditeur. Donc il faut que l'État fixe un taux de l'usure. Donc voilà, donc l'État intervient. Et après, le problème c'est que donc le capitalisme, là je n'ai pas trop développé, mais on en reparlera si vous voulez, une économie capitaliste comme la France, c'est forcément une nation et la fiction démocratique. C'est-à-dire que la France, c'est la France, c'est quoi? C'est un peuple, une langue, des habitudes, des institutions, tout ce que vous voulez. Donc la nation française, c'est une identité, et c'est quelque chose qui est constitutif de la réalité concrète des individus. Un Français, ce n'est pas un individu biologique, c'est un individu social, c'est-à-dire politiquement déterminé, etc., etc. Et donc, la démocratie, dans une économie capitaliste, une économie de marché, c'est nécessaire pour faire croire que c'est le peuple qui décide. Sinon, ça ne marcherait pas. Autrement dit, il y a des classes qui sont opposées, il y en a une qui dirige, l'autre qui est dirigée. Et la notion de peuple, de démocratie, de vote, Rousseau, c'est l'idée donc de cette fiction d'un peuple. Alors vous allez me dire, mais aux États-Unis, il n'y a pas la démocratie représentative à la Rousseau, que nous avons en Europe. Mais aux États-Unis, ce sont les lobbies. C'est Tocqueville qui, en quelque sorte, est la référence démocratique. C'est-à-dire que ce sont les lobbies qui jouent entre eux, mais il y a toujours un État qui va valider le rapport de force, et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'était la base qui explique que ça ne peut pas marcher. Alors, au départ, le traité de Rome, Mendès France à l'époque, mais aussi François Pérou, l'avait dénoncé comme quelque chose qui était ingérable par nature, à cause de l'orientation libérale à la base. Là j'ai mis un extrait du traité, l'article 2. Il s'agit d'établir un marché commun, de rapprocher les politiques économiques des États membres, ce qu'on appelle la convergence aujourd'hui,
de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques, etc. etc. Bon, tout ça, Mendes France avait expliqué. J'ai quelque part le truc, là, mais je n'avais pas la place pour le mettre. Et donc, en gros, il dit que tout ça, c'est du baratin, que c'est tout à fait impossible. Alors, le PC aussi avait critiqué à l'époque le traité, en disant qu'il était antinational, anti-soviétique, et en faveur des trusts. Bon, c'était pas faux, mais ça n'a pas fait avancer les choses. Alors, donc, j'ai mis quelques dessins de Michel Ituriel, hein, vous connaissez sûrement. Donc, il s'interroge sur la fin de l'euro. Ça, c'était en avril 2010. C'était au plus fort de la crise. Moi, j'avais publié un article à l'époque qui s'appelait « L'euro est mort, vive l'euro ». Et bon, alors l'euro, justement, on y vient. L'euro, c'est donc pas la cause de la crise, c'est la conséquence. C'est-à-dire, c'est la solution qu'on a trouvée à la solution de la crise de l'Europe depuis le début. Alors, dans les années 50, ça a démarré par un cas, comme ça a pu. Et puis, ça a fonctionné jusqu'aux années 70 par le biais de... J'ai dû sauter quelque chose, mais c'est pas grave. Donc, ça a fonctionné par le biais de... J'ai dû sauter une page, mais je ne sais pas revenir en arrière. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas ce frein, je vais le dire. Donc, pendant les années 50-60, ça a fonctionné grâce à ce qu'on appelle le keynésianisme. C'est-à-dire que à cette époque-là, il y avait de la croissance, il y avait ce qu'on a appelé plus tard un célèbre syndicaliste de gauche, du grain à moudre. Et quand il y a du grain à moudre, eh bien l'État il peut mettre de l'huile dans les mécanismes et y adoucir les conflits. Et donc ce qui s'est passé, c'est que dans les années 60, 50, 60, 70, ce qui s'est passé, c'est que avec un peu d'inflation, on pouvait dévaluer quand un pays était en retard par rapport aux autres. Hein, comme disait l'article 2, là, il faut faire se rapprocher les économies, mais quand elles ne sont pas proches, quand on a la Grèce, l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas dans la même association, ben, c'est difficile. Si on est dans une nation comme la France, et que, je ne vais pas dire, mais les landes profondes sont plus ou moins en difficulté, celle que connaît notre ami Michel Cabane, eh bien le reste du pays va transférer, va aider. Les impôts nationaux vont servir à subventionner par-ci, par-là. Dans ma vallée, là-bas, d'Ossau, on a des aides de l'Europe pour réimplanter l'ours. En ce moment, là, c'est le gros débat. Ou pour ouvrir des routes, etc., etc. Donc, je veux dire qu'au sein d'un pays, il y a des transferts qui sont normaux. Moi, je paie des impôts pour faire fonctionner le Louvre. Je n'y vais pas souvent, mais bon, quand je peux y aller, je suis content de pouvoir y aller. Je ne regarde pas où vont mes impôts en détail. L'impôt national, c'est une caisse où on met et où on va chercher selon les besoins. Il n'y a pas d'affectation des recettes à des dépenses. Dans une commune, c'est pareil. Donc, au niveau international, c'est pas pareil. Pourquoi est-ce que l'Allemagne irait payer pour la Grèce? On l'a vu. La Grèce avait des difficultés, ben, l'Allemagne n'a pas payé. Et quand tout le monde voulait mettre en place des transferts, etc., moi j'avais sorti des articles qui s'appelaient « L'Allemagne ne paiera pas ». Et l'Allemagne n'a pas payé. Il y en a qui ont cru que Tsipras allait faire ceci, cela, renverser la table. Bon, c'était complètement illusoire. Et un peu de bon sens et de connaissances scientifiques, pardon, économiques, oui, permettait de le prévoir. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne sais plus dire, où est-ce que j'en étais. Chez moi, on dit qu'il y a un machin de bas des vieilles. Il y en a qui parlent l'occitan un peu. Ça fait du mal de vieillir. Où est-ce que j'en étais? Reviens en arrière pour voir, s'il te plaît. Comment on fait?
Mais non, mais ça, je l'ai fait, ça, déjà. C'est le 4 qui manque. Il y est le 4. J'étais là. C'est celui-là le 4. Ah bon, alors il y a un truc qui... Alors c'est là que ça manque. Donc je suis en train de parler de quoi, rappelle-moi. Mais tu devais traiter de... Oui, alors voilà, oui, donc voilà. Donc pendant les années, ça y est, je suis. Pendant les années 60-70, grâce à la dévaluation, on a pu gérer les différences de conjoncture entre les différents pays. C'est-à-dire la France se dévaluait et ça permettait d'être compétitif pour exporter, rééquilibrer la balance de paiement, etc., etc. Et puis, Michel m'en a tellement fait baver là-dessus quand on travaillait ensemble que je ne veux plus y penser. Donc, oui, non, c'est bon. Donc, les années 60-70, dévaluation, bon, ça faisait un peu d'inflation, mais le problème, c'est que les années 70, la crise est devenue importante. Ça a commencé à plus y avoir des grains à moudre. Et donc, il fallait dévaluer toujours plus. Problème, plus de dévaluation, c'était plus d'inflation. Plus d'inflation, et les rentiers, ceux qui ont l'argent, ne sont pas contents. Et donc, l'euthanasie du rentier a fait réagir le rentier qui a pris sa revanche à la fin des années 70, avec l'arrivée de Thatcher, de Reagan, 79, et de Mitterrand en 81, qui a fait la même chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là? Eh bien, le salaire ne pouvait plus être, comment dire, conçu comme un revenu qui augmentait avec l'échelle mobile des salaires, etc. Le salaire, il fallait casser les salaires. Et donc, on a commencé ce qu'on appelle les politiques d'austérité. Alors, tout doucement, hein. Ça a commencé par les trucs périphériques, un petit peu sur la Sécu, un peu sur l'école, un peu sur les hôpitaux, etc., etc. Et puis, une fois qu'on a... Mais après, il faut venir au salaire. Donc, il y a eu le gel des salaires pour les fonctionnaires, il y a eu la fin de l'échelle mobile des salaires, etc., etc. Donc, tout ça, si vous voulez, c'est arrivé parce qu'on ne pouvait plus comment dire, assouplir. Et donc là, à partir des années 80, les différences de compétitivité entre les pays ont fait que les pays en retard, comme la France, ont dû taper sur les salaires pour rétablir la compétitivité. C'est ce qu'on a appelé en France la désinflation compétitive. La désinflation compétitive, c'était baisser les salaires, ça fait baisser les prix, ça fait exporter, ça fait des investissements, et donc, comme a dit Giscard, reprenant son ami Schmitt, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Bon, on est encore à aujourd'hui. Hein. Et donc, le problème, voilà un petit peu pourquoi on a fait ça. Alors, le problème, c'est que pour empêcher la dévaluation compétitive qui mettait tout le système en l'air, parce que si les Français dévaluent, qu'il y a trop d'inflation en France, les Allemands ne sont pas contents, etc., etc., qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à mettre en place le serpent monétaire, à la fin des années 70, avec Giscard et Schmitt. Après le serpent monétaire, ça n'a pas marché longtemps, on a mis en place le SME, système monétaire européen, avec des marges de 2,5%, etc. Ce SME, je vous signale qu'il y a eu, à la fin des années 80, on a mis en place ce qu'on a appelé l'écu, qui n'était pas une monnaie qui circulait, mais qui était une monnaie de compte, dans laquelle toutes les monnaies européennes étaient définies. Et ce SME, ce n'était ni plus ni moins qu'un système de monnaie commune. Tous les gens qui aujourd'hui veulent revenir à la monnaie commune, ils ne connaissent rien à ce dont ils parlent, hein, puisque la monnaie commune, c'était déjà le SME. Et c'est parce que le SME s'est cassé la gueule, dans le début des années 90, après la chute du mur de Berlin, toutes les histoires qu'il y a eu avec l'Allemagne qui a dû payer pour acheter l'avion de l'Est, etc., etc. Donc, en 92, si je me rappelle bien, c'est la fin du SME. Et là, on commence à parler de Maastricht, de la monnaie unique, etc. Donc, la monnaie unique, c'est une fuite en avant à la suite de l'échec de la monnaie commune. Comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui revenir à la monnaie commune pour faire face à l'échec de la monnaie unique? C'est ridicule. Donc, voilà un petit peu
la situation. Donc l'euro, qu'on a maintenant depuis les années 2000, l'euro, c'est une mécanique qui est tout à fait celle de l'étalon mort. Et cette mécanique de l'étalon mort, Keynes l'avait critiquée après la Seconde Guerre mondiale en disant l'Angleterre à l'époque, en 24-25, est revenue à l'étalon mort, c'est-à-dire la livre égale un poids d'or. Et elle était revenue à la définition de 1717, qui avait été faite par Newton, le célèbre physicien, qui était maître de la monnaie. Enfin, bon, à l'époque, les gens faisaient un petit peu tout. Et donc, il avait défini la livre sterling par un certain poids d'or. La banque d'Angleterre est revenue à cette définition en 1925. Et Keynes avait sorti plusieurs bouquins, des articles en disant « Vous êtes fous ». Parce qu'avec les talons morts, c'est le prix du maïs et du jus de raisin américain qui vont fixer les salaires en Angleterre. Bon, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et il avait dit il y aura une seconde guerre. Ce qui fait qu'en 1939, Keynes, qui était porté, il était un peu ridiculisé, en 1939, quand la guerre est arrivée, alors là, ça a été lui qui a été chargé de gérer la guerre, de négocier avec les Américains, avec les Allemands, faire à Bretton Woods et tout ça. Parce qu'on avait enfin compris qu'il avait raison. Donc, la France, en 1933, a constitué autour d'elle un bloc or. C'est-à-dire tout le monde, l'Angleterre a quitté l'étalon mort en 1931, tout le monde s'en est barré, et les Français ont dit non, nous on va résister. Et donc les Français, les Belges, Autrichiens, Slovaques, je ne sais plus qui exactement, il y avait 7 pays je crois, ont dit on va faire un bloc or, exactement l'euro d'aujourd'hui. Et le bloc or s'est cassé la gueule très vite, en 3 ans, 4 ans, parce que tout le monde a dû partir, c'était intenable, et l'euro c'est pareil. L'euro aujourd'hui on a plus de souplesse, parce qu'à l'époque la Banque centrale ne faisait pas marcher la planche à billets, etc. Aujourd'hui l'euro existe encore virtuellement, parce que la Banque centrale européenne fait marcher la planche à billets des milliards par mois, mais l'euro ça n'existe plus au sens, et je ne sais pas si dans quelques... Je pense avant l'élection présidentielle et avant les législatives allemandes, on va nous dire on abandonne les critères de Maastricht. Ça, les 3%, là, je pense que Français et Allemands, au moins, vont se mettre d'accord, on n'en parle plus. C'est pas tenable. Donc si on veut tenir la fiction de la monnaie unique, il va falloir acheter du temps. Et on va acheter du temps en faisant semblant de continuer, mais c'est fini depuis longtemps. Voilà, donc l'euro, l'étalon mort, je suis oublié de vous dire, il y a un prix Nobel qui dit la même chose là maintenant. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, qui vient de sortir un bouquin, où il parle de l'euro. Alors il se fait descendre par tous les libéraux de France et de Navarre, mais bon, il a raison sur le diagnostic. Alors après, il est ridicule quand il propose de revenir à la monnaie commune, parce que, bon, il est bien obligé de proposer quelque chose. Mais donc, ça fait quand même du mal à pas mal de monde, l'histoire de Stiglitz. Oui, donc voilà, donc l'euro, qu'est-ce qui fait l'euro? Eh bien, on a les monnaies nationales qui sont fixées en euros. Les critères de Maastricht, c'est simplement pour obliger les pays à maintenir les salaires suffisamment bas pour que l'inflation ne soit pas trop forte et pour que la monnaie ne puisse pas être oui, on peut plus dévaluer, donc il faut baisser les salaires et se mettre compétitif. Qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les pays faibles ont besoin d'euros, et ces euros, eh c'est la Banque centrale qui les leur donne. Mais la Banque centrale, elle a un bilan, c'est une entreprise comme une autre. Et qu'est-ce qu'il y a en face euro pour la Grèce? Il y a quelqu'un qui a des exportations. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est l'Allemagne. Donc tous les euros qui circulent, c'est l'Allemagne qui les prête. Et donc c'est pour ça que le ministre des Finances ou de l'économie allemand ne veut pas faire un cadeau à la Grèce, n'a pas voulu, etc., parce que c'est l'Allemagne qui endosse le coût futur. C'est-à-dire que si ça se casse la gueule, c'est tous les rentiers, enfin,
tous les Allemands qui ont des assurances vie, des codes de vie, des PERP et tous ces trucs-là, ben, ils auront plus droit. Ben alors, ça commence déjà, parce qu'en France, il paraît qu'il va y avoir la loi Sapin 2 qui prévoit que s'il y a des difficultés, si le taux d'intérêt remonte, eh bien, on ne pourra pas retirer les assurances vie que l'on a souscrites. Et oui, parce que si les taux d'intérêt remontent, là, aujourd'hui, vous mettez de l'argent à la banque. La banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète des actions ou des obligations. Donc, si c'est un compte en euros, elle va acheter des bonds du Trésor qui sont payés 1%. Et donc, déjà, pour vous verser entre 2 et 3%, pour vous garder comme client, votre banque, ben, elle va piquer l'argent à d'autres clients pour vous le donner à vous. Eh bien oui, si c'est l'histoire de la pyramide, ou alors on déshabille Pierre pour habiller Paul. Si les taux d'intérêt remontent, comme il y en a de plus en plus question, parce que les banques centrales ne peuvent plus. Il y a des bulles. Aux États-Unis, c'est catastrophique. Là, les étudiants sont tous endettés à des milliards. Enfin, on a refait les subprimes, si vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tout le monde va vouloir retirer l'argent à 1% pour le prêter à 3%. Et donc, les banques qui ont des assurances vie ne pourront plus elles ne pourront pas les rembourser. Et donc, ce sera une crise financière comme on a fait y avoir en 2010, avec des faillites, etc. Donc, il va falloir bloquer les... Et comme ça a été fait en Grèce, il y a l'an dernier, Tsipras a dû bloquer les retraits de l'épargne de les banques, etc., etc. Et ça va arriver en France, c'est inéluctable. Ça roule, hein. Et puis on verra. Voilà, donc grosso modo, on a sauvé les banques pour sauver le système, mais l'euro est condamné. Voilà. Alors, donc il y avait un dessin de Michel Ituria pour bien marquer ça. Et donc, où est-ce qu'on va? Eh bien, comme je vous l'ai dit, les souverainistes qui veulent revenir aux 30 glorieuses, c'est-à-dire sortir de l'euro, réimprimer des francs, des drachmes, etc., etc. Bon, où est-ce qu'ils vont aller? S'ils veulent sortir, c'est qu'ils ne peuvent pas faire en face. Donc, ça va se traduire par des baisses de revenus de 20 ou 30% minimum. Est-ce qu'il y a un homme politique français qui va dire, bon, on sort de l'euro et vous allez vous serrer la ceinture, les retraites vont baisser, bon, refaire à la Grèce, bon, ça paraît impossible. Et de l'autre côté, vous avez les européistes qui disent, bon, il faut plus d'Europe, il faut avancer, plus d'Europe, avec une union bancaire, un gouvernement économique de l'euro, etc., etc. Bon, mais ça, c'est quoi? Il n'y a pas d'État, donc c'est la bureaucratie qui va faire ça. Or, justement, la crise vient de la perception que c'est les bureaucrates qui dirigent. Donc, c'est pas possible. Et changer l'Europe, je reviens à notre ami Mélenchon, changer l'Europe, bon, allez, on va passer à autre chose. Et donc, ce qui est possible, éventuellement, là où je vois une possibilité future, c'est que, d'une part, si on veut exister, les Français, on a besoin d'une Europe puissance, à la fois politique et sociale, c'est-à-dire une nation européenne. Sinon, on sera colonisé, on sera dans le tiers-monde de la planète, comme dit mon ami Bernard. Et c'est une des rares choses qu'il a comprises, mais il a bien vu. Non, c'est pas... On rigole. Mais donc, la tiers-mondialisation de la planète, ça pourrait nous toucher. Si on ne veut pas que ça nous touche, il faut qu'on puisse discuter d'égal à égal avec les États-Unis et la Chine, qui sont les deux pôles de l'avenir, avec des Chinois qui montent. Comme les États-Unis ont pris la place de l'Angleterre avec les deux guerres mondiales, les Chinois sont en train d'essayer de prendre la place des États-Unis pour devenir les maîtres du monde. Et si on veut exister, moi je ne vois que des États-Unis d'Europe. Ce qui arrivera éventuellement quand l'Europe aura pété, parce que comme disait l'autre, ça va péter, et quand ça aura pété, on pourra peut-être reprendre
par exemple, j'ai dit chez des amis qui sont là-dedans, reprendre le projet des jours heureux du CNR en 1945, c'est-à-dire une république sociale, avec des salariés qui essaieraient de prendre les choses en main. Mais bon, ça on peut toujours rêver, je pense que je ne le verrai pas, je suis trop vieux déjà, peut-être, je ne sais pas, mais ça peut arriver dans 10 ans. Voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que je n'ai pas été trop confus. Je vous remercie de votre attention. Merci. Bien, merci Michel pour ta vision de la crise européenne. Et donc, on va passer aux questions, parce que tu n'as pas abordé certains sujets, volontairement. Alors, qui veut poser une question pour un éclaircissement, un commentaire à Michel? Je pense que j'ai été tellement clair que... Oui. Bon, pas de question, si quand même Michel, tu as le commentaire. Oui, tu as, au début de ton exposé, tu as parlé du Brexit. Du Brexit, c'est donc par rapport à l'Union européenne, de la part d'un pays qui était déjà en dehors de l'euro. Et ensuite, dans la deuxième partie de ton exposé, tu as développé des idées que je partage assez largement d'ailleurs, mais essentiellement sur l'euro. Or, le Royaume-Uni étant déjà à l'extérieur, c'est, si tu veux, c'est dans une certaine mesure un autre sujet. Dans le cas du Royaume-Uni, ça va bien au-delà de la mise en cause de l'euro, puisque déjà ils étaient restés à l'extérieur. Ils avaient déjà une conception des relations internationales marquée par le libéralisme classique, et non pas par un néolibéralisme dans sa version ordolibérale qui était celle des Européens du continent. Donc, ce qui me semble, c'est que toute ta démonstration, la deuxième partie de l'exposé, répond à une autre question. L'autre question, c'est effectivement l'impossibilité de voir l'Europe se développer sur la base de l'euro. Non, tu as tout à fait raison, mais parce que je pensais que Bernard, dans son introduction, ferait le lien, mais il ne l'a pas fait. Mais après j'ai pu penser. C'est la faute de Bernard. Donc, j'ai parlé de l'euro parce que je voulais montrer que c'est parce que l'Europe est construite pour arriver à l'euro qu'elle a tous les défauts que lui reprochent les Britanniques. C'est-à-dire, l'Europe de l'euro, c'est une Europe qui nie la souveraineté politique, puisque ce sont les lois de l'économie qui décident du budget, des salaires, etc. etc. L'Europe de l'euro, elle est bureaucratique. Il n'y a pas d'État. Donc c'est forcément une bureaucratie et le jeu des lobbies qui prennent les décisions. Et donc, ce que je voulais dire, c'était que le ressenti des classes moyennes et populaires britanniques qui ont voté l'euro, c'était la conséquence de la marche d'une Europe libérale, en crise, déterminée par la logique de l'euro. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, quand Bernard m'a appelé pour proposer une conférence, il y avait le Brexit qui était un petit peu d'actualité, et il y avait Renzi qui venait de dire que l'Europe n'était pas finie. Voilà, donc, on va essayer d'articuler un petit peu les deux, mais je pense que ce que je viens de te dire, ça fait le lien. Alors, c'était lui, je n'ai peut-être pas été assez clair dessus, effectivement. Alors, effectivement, là, tu as raison de mettre en perspective l'euro au regard de la nature de la construction européenne. Il y a une certaine logique entre 1957 et
2000 la création de l'euro, avec cette phase intermédiaire dont tu as parlé, le système monétaire européen. Au passage, le système monétaire européen a fonctionné jusqu'à la création de l'euro, mais avec des pays qui avaient quitté, notamment le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, qui était dans le SME pendant quelques années. Oui, ben, le SME était purement formel, c'était... Et il était formel, effectivement. Mais dans la conception européenne, marquée par l'ordolibéralisme, c'était une sorte de compromis entre la démocratie chrétienne et la social-démocratie en Europe, sur la base essentiellement des vues de la démocratie chrétienne, qui était évidemment le prolongement de la conception ordolibérale au niveau économique. Et ça devait probablement aboutir à une construction politique, mais sur la base d'une vision économique associant d'une part la concurrence libre et non faussée, matinée d'intervention sociale dans une certaine mesure à déterminer suivant les rapports de force politiques, et l'autre aspect, c'était la stabilité. La stabilité monétaire, etc. Or, les anglo-saxons, que ce soit les États-Unis ou le Royaume-Uni, ont une conception du néolibéralisme différente. C'est-à-dire que, du point de vue structurel, c'est au moins aussi libéral que les Européens, et je dirais même, ça va probablement au-delà, en matière de degré de flexibilité, etc. Mais en matière de régulation macroéconomique, ils ne se sont jamais embêtés avec des règles, avec des normes, dans les faits. Je ne dis pas que les théoriciens américains n'ont pas préconisé des choses comme ça. Mais dans les faits, la pratique des États-Unis et la pratique du Royaume-Uni, en matière de politique monétaire, en matière de politique budgétaire, ça a été toujours éloigné de l'orthodoxie. C'est ce que j'ai essayé d'indiquer au tout début. Au tout début. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce que tu disais au début. Effectivement, je crois qu'il y a une conception ultra-libérale anglo-saxonne qui explique en partie, seulement, comme tu l'as montré, les gens qui ont voté, ce n'est pas les ultralibéraux, c'est les gens qui ont voté, c'est les milieux populaires, qui de fait sont allés dans le même sens. C'est ça qui est... Voilà. Bon, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que par rapport aux États-Unis et à l'Angleterre, il faut voir que ce sont des pays dont la dynamique économique repose sur la finance, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le TAFTA, par exemple, ça a été ouvert à la demande de l'Allemagne, qui voulait pouvoir exporter vers les États-Unis. Parce que les États-Unis sont en train de partir du côté de l'Asie. Et maintenant, l'Allemagne fait marche arrière, parce qu'elle se rend compte qu'elle est en train de se faire bouffer. Et donc, il y a des choses assez... Il y a un petit peu comme Saint-Étienne, par exemple, qui a dit des choses intéressantes là-dessus. Donc ce que je veux dire, c'est que tu parles de l'ordolibéralisme. L'ordolibéralisme, c'est une variante du libéralisme qui correspond à la reconnaissance explicite de ce que le marché est construit. C'est-à-dire les libéraux, les ultralibéraux disent que le marché est naturel. Mais en fait, il n'est pas naturel chez eux, puisqu'ils sont tous d'extrême droite et ils font des lois antisociales. Tandis que les ordolibéraux, c'est pour ça que la gauche française de gouvernement a pu adhérer. L'ordolibéralisme, c'est un libéralisme qui est, disons, compatible avec la social-démocratie. Donc le couple franco-allemand a pu fonctionner sur cette base. On est d'accord là-dessus. Tout à fait. Donc, l'ordolibéralisme, c'est une variante du libéralisme qui dit la concurrence pure et parfaite, ça n'existe pas. La concurrence libre, ça n'existe pas parce que ça conduit au monopole. Et donc, il faut qu'elle soit non faussée. Donc, il faut la construire pour qu'elle soit non faussée. Voilà. Donc, ça, c'est la différence entre l'Europe qui est sous domination allemande et l'Allemagne impose sa conception
Donc il faut réguler la finance. Pour pas Parce que l'Allemagne, pourquoi elle veut réguler la finance? Parce qu'elle sait que si elle est crise financière encore, c'est elle qui paiera. Donc l'Allemagne a intérêt à maintenir la finance. Et l'oligarchie comment dire, britannique, enfin, du Royaume-Uni, elle a intérêt à ce que la finance soit libre, pour pouvoir faire de l'argent en refaisant des bulles. Et donc, alors je ne sais pas assez insister peut-être sur cet aspect-là, mais c'est un aspect qui explique pas mal le Brexit. Mais moi je ne voulais pas... oui, bon, j'aurais pu, mais ça aurait duré encore plus longtemps. Mais je pense que je suis d'accord avec ta remarque. Cela dit, la City à Londres était contre le Brexit. Ça veut dire que la City à Londres se satisfaisait tout à fait de la situation du Royaume-Uni à l'intérieur de l'Union européenne et à l'extérieur de la zone euro. Oui, mais... C'était ça l'optimum pour oui, la non, City. mais l'intérêt de la City, ce n'est pas l'intérêt du Royaume-Uni. Exactement, voilà. Je suis bien d'accord. Parce que la City a très bien compris que s'il y avait le Brexit, les Hollandais et les Français allaient sauter sur la finance. Parce que ce qui va se négocier, c'est le libre accès des banques de la City au marché financier de la zone euro. Dans les prochains mois, oui. Et oui, c'est là que ça va coincer. On ne va pas peut-être trop rentrer dans les détails à ce niveau-là. Dernier point, alors sur la fin de ton exposé, tu t'opposes à ceux qui veulent changer l'Europe, mais enfin, ta proposition, ça rentre, me semble-t-il, dans la rubrique changer l'Europe. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Vers des États-Unis d'Europe, tu fais allusion aux jours heureux du CNR, c'est la transposition des jours heureux du CNR en Europe, ça suppose que l'Europe change. Oui, non, mais changer l'Europe, c'est-à-dire on discute, on négocie, on impose le refus. Non, moi je dis, il y a d'abord un crash de l'Europe et on construit une Europe. Parce que pour l'instant, l'Europe n'existe pas. L'Europe, c'est une fiction. Il n'y a pas d'Europe. Il y a des traités européens qui gèrent les interactions entre les pays de la zone UE. Mais moi, je ne veux pas changer l'articulation, la coordination. C'est pas ça. Moi, je ne change pas l'Europe. Je fais l'Europe. C'est pas la même chose. Bien, alors, moi je voudrais simplement apporter une petite précision concernant... Attends, juste un mot. Changer l'Europe, ok. Le projet de Mélenchon, etc., si on veut. Le problème, c'est comment on y va. Et ce qu'il propose, c'est totalement illusoire. Voilà. Parce que d'abord, il y aura un crash. Voilà. Et après, on pourra reconstruire. Je suis désolé, mais il y a eu 40 avant 45. Comme il y a eu la commune avant, etc., etc. Bien, alors, moi je voulais apporter une petite précision, parce qu'il y a un débat un petit peu entre spécialistes sur l'ordolibéralisme, etc. Alors, l'ordolibéralisme, c'est le néolibéralisme allemand. Voilà. C'est d'origine allemande. Et ça a pris naissance pendant la période trouble en Allemagne des années 30. Et 20-30, oui, c'était la période... c'est les années 20. Alors, et en fait, pendant cette période de trouble, les économistes allemands ont réfléchi parce que la menace venait tant des forces de droite, d'extrême droite, que d'extrême gauche, et ils ont essayé de bâtir quelque chose, une doctrine là-dessus, qui était néolibérale, mais c'est du néolibéralisme légèrement, je dirais, tempéré. C'est du néolibéralisme à la Tony Blair, à la Schröder. C'est ce qui s'est passé, hein, avec une rustine sociale. Voilà. Hein, on évoque que c'est une rustine. Hein, on parle d'un pseudo-État-providence, mais ce n'est pas le cas. C'est une rustine sociale. Hein, c'est le marché qui est
construit par l'État, et c'est ce qu'a dit Michel d'ailleurs. Donc voilà, hein, ça se différencie du monétarisme qui était le néolibéralisme de Margaret Thatcher. Voilà. C'est un peu moins, comment dirais-je, un peu moins abrupt comme néolibéralisme. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on nous présente un petit peu comme un retour au social keynésien, ce qui est faux, ce qui est totalement faux. Donc là, c'était une petite précision sur cet ordolibéralisme. Ensuite, je voulais dire que, est-ce qu'on présente le Brexit comme, d'une certaine manière, une victoire de l'ultralibéralisme? Hein? Au Royaume-Uni, oui. Oui. Et en fait... Au Royaume-Uni, le Brexit, c'est la victoire du libéralisme. Alors, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si ce Brexit, ce n'est pas la victoire des milieux financiers et des firmes, des grosses firmes multinationales? C'est une question que je te pose. C'est la même chose. Voilà. Parce que j'ai déjà expliqué que le Royaume-Uni, la classe dirigeante, c'était la finance. Donc le Brexit, c'est la victoire de la finance qui s'est sortie des griffes de la Commission de Bruxelles pour ne pas être. Mais en même temps, Michel a dit le contraire. Mais en même temps, ça peut la gêner pour l'accès au marché européen. Oui, non, mais voilà. Mais elle a fait le choix, à mon avis. C'est là qu'il y a un paradoxe. Oui, voilà. Une contradiction, c'est pas paradoxe. Oui, C'est une contradiction. Parce que réellement, tous les journaux liés à la City, les milieux, et puis bon, les échos qu'on a pu avoir, si on connaît des gens qui sont actuellement à Londres, c'est clair. Tous les milieux liés à la finance étaient contre le Brexit, parce que, jusqu'à maintenant, l'existence d'une Europe marquée par l'ordolibéralisme, c'est-à-dire un peu plus, en gros, interventionniste que ceux qui souhaitaient, ça ne les gênait pas. Oui, à partir absolument. du moment où la prospérité de la City était assurée, sans que d'ailleurs, sans que le Royaume-Uni soit dans l'euro. C'est assez paradoxal. Et donc, Mais non, c'est pas paradoxal. Pourquoi c'est paradoxal? Le Royaume-Uni n'est pas dans l'euro, mais il a accès au marché européen. Donc il a rien à fiche de l'euro. Je ne vois pas où est le paradoxe. Étant dans l'Union européenne, il est dans le marché unique. Il n'a pas la monnaie unique, mais il est dans le marché unique. Et donc, les financiers sont pour rester dans l'UE, mais le Royaume-Uni en général, la classe dirigeante a considéré qu'il fallait en sortir. Enfin, moi, c'est... les financiers au Royaume-Uni font partie de la classe dirigeante. Mais oui. C'est comme si un pays où il y a une osmose entre la classe dirigeante et les financiers, c'est un peu partout, mais enfin, là, au Royaume-Uni, c'est presque au niveau de la perfection. Hein. Oui, mais c'est pas la même chose. Non, moi, vraiment, je crois qu'il y a un problème à approfondir sur cette question-là. Au regard de toutes les informations qu'on a, c'est pas si évident que ça, je t'assure. Hein. C'est celle que tu as et ce qui t'arrange de voir. Non, oui. Ça m'arrange absolument pas, c'est ce que je dis là. Mais si. Non, parce qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas bien à comprendre. C'est tout. Oui. Alors, qui serait... Qui serait ce personnel dirigeant qui ferait partie de la finance et qui aurait été pour le Brexit? C'est les propriétaires terriens? C'est l'oligarchie, c'est-à-dire l'ensemble des dirigeants de l'État, la classe politique, Cameron et compagnie, Blair, tout ça, tous ceux qui sont dans le ministère des Finances, tous ceux qui régulent les marchés, tous ceux qui, etc., et qui se sont dit, il faut sortir de l'Europe, sinon on va être coincé par la régulation qui arrive. On ne pourra plus faire bosser les gens 60 heures par semaine pour quelques euros. Les Polonais pourront plus venir. On sera obligé de payer les salaires
à nos Anglais, à nos Écossais, etc., etc. Je rappelle que Thatcher est arrivé pour casser les salaires. Parce que les années précédentes, les salaires en Angleterre augmentaient de 10% par an. Par an. Et donc, on a dit, allez, fini Wilson et compagnie, là, les travaillistes, et on va changer. Et Thatcher est arrivé, et ça a été la boucherie. Voilà. Et maintenant, c'est par peur à mon sens, je ne suis pas que c'est vrai, mais moi je le comprends comme ça. C'est par peur d'être soumis à une restriction, obligé de faire du social, obligé de déréguler, etc., etc., c'est-à-dire ne plus pouvoir fonctionner librement. Alors si les banques anglaises, moi j'ai un neveu qui travaille à la City, dans une société de services informatiques, il passe sa vie à Bruxelles, à Moscou, etc., etc. Et ça, effectivement, ils ont peur alors, ce qui va se négocier, c'est la possibilité de continuer à travailler avec... là, en ce moment, ils bossent à Bruxelles pour mettre en place le système informatique pour AXA, pour qu'il soit référencé par Google et compagnie. Bon, eh bien, il rentre chez lui, tous les week-ends, il rentre à Londres, il habite à Londres, et puis il va à Bruxelles dans la semaine, etc., etc. Bon, et tous ces mecs-là, ils ne veulent pas qu'on aille contrôler leur fonctionnement. Il y a une classe moyenne, supérieure, mondiale, qui existe par-dessus les nations. Et ça, il faut en prendre conscience. Quand on nous dit que les jeunes s'en vont, etc., ils s'en foutent, les jeunes, maintenant. Bon, lui, là, mon neveu, il a 40 ans, maintenant, bientôt. Mais il vit encore comme les étudiants. Hein. Ça va, ça vient. Le monde a changé. Le monde a changé, et ces gens-là, ils s'en foutent complètement de la France. Pour eux, la France, ça n'existe pas. Il y a le monde. La France, c'est un marché. Bon, alors, après, quand est-ce qu'ils feront pour la Sécu ou pour la retraite, ça, c'est... Je suppose qu'ils se battent pour des bonus et ainsi de suite. Leur seul objectif, c'est pas d'avoir la Sécu. Ils ne pensent qu'un truc, c'est accéder, devenir senior ou je ne sais quoi, pour avoir des bonus, pour mettre de côté, etc. Oui, alors moi j'avais une question supplémentaire, c'est que, est-ce que le Brexit a été, bon, c'est le résultat du référendum, mais dans les faits, c'est pas encore mis en œuvre. Du tout. On ne sait pas quand ça sera mis en œuvre. Alors, est-ce qu'on ne peut pas interpréter ce Brexit ou penser que ce Brexit va servir de moyen, de monnaie d'échange pour un marchandage des accords entre l'Angleterre et ce qui reste de l'Union européenne? Voilà. Mais oui, bien sûr. Comme ça a été le cas depuis toujours. Hein, oui. Mais le Brexit, il n'y a rien de prévu dans les traités. Si. Quoi? L'article 50, je crois. Oui, c'est ça. Et Qui qu'est-ce que ça va faire? Le départ. Tu vas aller envoyer le Charles de Gaulle pour les obliger. Enfin, soyons sérieux. Mais il y a un article. Oui, il y a un article qui prévoit la sortie. Il y a un article, je crois que c'est l'article 50. Il y a un article qui interdit de dépasser 3%, et l'Allemagne le fait depuis 2002 et la France depuis 2003. Bon, mais... oui. Il y a la possibilité. Je ne dis pas que c'est impossible. Voilà. Mais alors après, qui est-ce qui va les obliger? Quel est le pouvoir politique qui va obliger les Anglais à déclencher l'article 50? Dis-moi. J'ai jamais dit. J'ai pas dit ça. J'ai simplement dit qu'ils retardaient leur départ et que ça pouvait servir oui, absolument. de monnaie d'échange, de négociation. Et moi, ce que je te dis, c'est que dans les traités, il n'y a rien qui peut obliger les Anglais à partir s'ils ne veulent pas. Non, si les dirigeants ne veulent pas. Si les dirigeants ne veulent pas. Oui. Et donc ça va se négocier, il faut voir comment ça va se passer entre les banques et le marché, les exportateurs, parce que l'Europe continentale, c'est quand même le premier débouché de l'Angleterre. Et oui, non mais... Ça veut dire qu'on va chercher les modalités
on va probablement chercher les modalités de rapport entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui vont changer le moins de choses possibles pour les milieux économiques et financiers dominants au Royaume-Uni et puis de l'autre côté aussi. C'est ça qui va se passer. Alors, si c'est ça, ça veut dire que l'épisode Brexit, c'est essentiellement un épisode de nature politique que tu ne peux pas expliquer en termes économiques. Ce qui met en cause tout le début de l'accord, tu comprends? C'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai posé ce problème. Moi, je suis marxiste, toi, tu es keynésien. Mais non, on n'a pas la ça n'a même rien à voir. Non, je t'assure, ce que je dis, ça n'a rien à voir. C'est le problème du toi, tu rapport. crois que les hommes politiques décident en fonction d'une certaine rationalité politique? Mais non. Moi, je dis non, ils font ce qu'on leur dit de faire. Mais non, Mais oui. c'est pas du tout ce que je dis. Mais si. J'introduis aucunement une rationalité dans le Brexit, dans ce que je dis. Au contraire, j'ai un peu l'impression que c'est venu un peu comme un cheval, comme un cheveu dans la soupe, excusez-moi, Mais par rapport à une logique Mais générale. parce que tu ne veux pas remettre en cause l'Europe, c'est tout. Mais non. Tu es un européiste, mais admets-le. Mais puis c'est pas une tare. Mais écoute, moi j'ai le droit de considérer C'est que. la première fois qu'on me le dit, ça, tu vois. De quoi? Que c'est pas une tare. Non, mais tu vois le problème. Non, mais attends. On en arrive au point, à la fin de notre discussion, d'après ta conférence, on en arrive au point où, au fond, le Brexit, décision politique, on accepte l'idée qu'on risque de s'arranger pour que ça change le moins de choses possible par rapport à une logique économique. Bon, si tu es d'accord avec cette idée que je suggère, Oui. ça veut dire que ça met en cause la rationalité du Brexit. Mais non, pas du tout. Eh oui. Alors là, clairement, ça c'est sûr. Moi je ne vois pas pourquoi ce que tu dis et que je partage n'aurait pas un fondement économique. Ben, je ne comprends pas. Sauf le refus de reconnaître des lois et un sens de l'histoire économique. Bon, mais écoute, on est en désaccord. C'est sûr, comme en 2005, il y a eu un référendum en France, n'est-ce pas? Et après, on a vu les suites qui sont passées. Alors, est-ce que le Brexit, c'est la même chose? Hein, voilà. Mais ça va dépendre du rapport de force entre la France, l'Allemagne et l'Angleterre. Et qui est-ce qui va... Est-ce qu'on va se partager la City ou est-ce que la City va rester ce qu'elle est? Et donc, si Teresa elle ne déclenche pas l'article 50, c'est parce qu'elle essaie de voir où ça va aller avant de le faire. Il gagne le fera que le jour où elle sera sûre de son coup. Et voilà. Et rien ne l'oblige à accélérer les choses. Mitterrand, tiens. Hollande. C'est pareil. Hollande est pressé parce que plus ça va vite et plus il y aura moyen de grappiller des choses. Et les Pays-Bas aussi sont pressés parce que... Hollande dit que la finance c'était son ennemi. Hein. Oui. Il ne transigera pas. Il y a quelques couillons qui l'ont cru, effectivement. Oui, donc voilà, concernant ce Brexit. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que il me semble que nous avons étudié les cycles économiques, hein, n'est-ce pas, les cycles longs, les cycles courts. Et je me demande, moi, c'est une question que je me pose, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi des cycles par ailleurs? Est-ce que le monde n'est pas caractérisé par la succession de cycles où les forces centripètes prédominent, l'Union européenne par exemple, est suivie par des cycles où les forces centrifuges se mettent à devenir prédominantes? Je pose la question. Hein? Est-ce qu'on ne serait pas justement en période de prédominance des forces centrifuges? C'est une question que je pose comme ça, mais pour apaiser les débats. Quand il y a du grain à moudre, il y a des forces centrifuges. Quand il n'y en a plus, ben, pardon, c'est l'inverse. Quand il y a du grain à moudre, elles sont centripètes, et quand il y a plus de grain à moudre, elles sont centrifuges. C'est logique, c'est mécanique. Oui, mais de toute manière, quand il n'y a rien à partager, d'accord, oui, mais ça c'est l'affaire du gâteau. quand il n'y a plus rien à partager, c'est chacun pour soi.
Et tant que quand il y a un surplus, eh bien, on se le partage. Alors, Moi, je me souviens, j'étais étudiant, j'avais fait un truc qui avait scandalisé notre ami Claude Delacour, parce que c'était sur la théorie des jeux, etc. Et j'avais dit, la théorie des jeux, c'est tous ensemble, faisons plus pour pouvoir se partager le bonus. Et voilà. Bon, enfin, j'ai eu souvenir ça. Une dernière remarque concernant la fin de ton Oui, les nations, oui. non, sur le CNR, le retour aux 30 Glorieuses, le retour au Fordisme, etc. Si c'était le cas, hein, l'Europe n'est pas isolée du monde. Que ferait-on en Europe de la concurrence chinoise, par exemple? Alors, tu vois, il y a une question latente, là, qui est le protectionnisme. J'ai répondu à ça. Tu as parlé de protectionnisme? Oui, Ah bon? bien sûr. Je n'ai pas écouté. Et quand j'ai dit qu'il fallait empêcher les Chinois de nous obliger de manger du lait avec les baguettes, c'est quoi si c'est pas le protectionnisme? Solidaire. Oui. Hein? Le protectionnisme solidaire. Oh, tout ce que vous voulez, ça ne me dérange pas. Non, mais simplement, si on veut exister, il faut bien qu'on soit assez fort pour leur dire on ne veut pas du poulet aux hormones américains et on ne veut pas du lait empoisonné chinois, etc. etc. Ben, c'est quoi le protectionnisme? Ce n'est rien d'autre que ça. Oui, effectivement. C'est rétablir les conditions d'une saine concurrence. Mais non. C'est-à-dire lutter contre le dumping. Dumping social, fiscal, monétaire. Hein, c'est un peu ce que disait Keynes. Hein, si on rétablit les conditions d'une saine concurrence, il n'y a pas de problème. Avec des conditions sociales qui sont un petit peu égalisées, non? Je ne comprends pas ce que tu veux dire là, je ne sais pas. Bon, d'accord, c'est bien. Bien. Autre question? Bien, alors on va boucler. Oui, je ne sais pas quelle heure. On a un peu de temps encore. Oui. Là, parce que je peux dire deux mots sur Keynes et le protectionnisme, si tu veux, puisque j'avais démarré dessus. Keynes, c'était quelqu'un qui ne voulait pas que l'étalon noir impose à un pays faible les normes du pays fort. Donc Keynes, aujourd'hui, se serait opposé à l'euro. Oui. Alors, est-ce que tu peux expliquer le mécanisme de l'étalon or, si tu veux, au niveau du commerce international? Parce que le monde n'est pas spécifique. Concrètement, oui. La France fait des poulets, produit des poulets, avec une certaine productivité, parce qu'il y a des élevages industriels, avec des normes sanitaires sérieuses, mais pas gustatives. Donc ces poulets coûtent moins cher en Afrique que les poulets africains. Donc les producteurs de poulets africains ferment leurs élevages et les Africains bouffent du poulet français. Voilà. Bon. Donc si les Africains veulent développer leur économie, il faut qu'ils rendent soit le poulet français plus cher, par des droits de douane, par des quotas d'importation, etc., pour que les producteurs africains puissent vivre. Alors le problème, c'est qu'il faut avoir les moyens politiques de le faire. Les Africains, on va leur dire, écoute, si tu mets des droits de douane ou des quotas d'importation, tu vas sauter, par exemple. C'est-à-dire qu'il y aura un coup d'État ou quelque chose de comme ça. Et on mettra en place un dirigeant plus accommodant. Bon, ça marche comme ça. Et entre la France et les États-Unis, ça a été pareil avec le plan Marshall et compagnie. En 1945, on a dit aux Européens, si vous passez du côté soviétique, vous allez le sentir passer. Donc on va vous donner des sous, mais vous restez avec nous. Oui. Bon. Et après, le protectionnisme. Donc le mécanisme de l'étalon mort, voilà. c'est que j'y reviens, excusez-moi, c'est que si je veux mettre des quotas ou des droits de douane pour enchérir le poulet français, mais que
on dévalue d'autant la monnaie, bien les droits de douane et les quotas ne servent plus à rien. Donc, le protectionnisme va se traduire par une guerre des monnaies, ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis, la Chine, etc., etc. Donc, le mécanisme de l'étalon mort, c'est simplement que le pays qui est le plus productif, c'est-à-dire celui dont les salariés font faire le plus de profit à leurs entreprises, ce pays-là impose ses prix. Dans le mécanisme de l'étalon mort, 1 euro français égale 1 euro allemand. Donc Renault, s'il n'est pas compétitif, ne vendra pas de voitures en Europe, puisque les voitures italiennes, par exemple, seront moins chères. Et tu ne pourras pas dévaluer ta monnaie française pour baisser tes prix. Donc il y a le protectionnisme par la dévaluation, ou il y a le protectionnisme par des droits de douane. Et le mécanisme de l'euro, ça oblige au protectionnisme. Mais si le protectionnisme est interdit et que tu ne peux pas dévaluer parce que la monnaie est unique, tu es obligé de baisser les salaires. Et c'est comme ça que depuis Mitterrand 1983, tous les gouvernements qui sont de droite ou de gauche tapent sur les salaires pour essayer de rendre l'entreprise compétitive, française compétitive. Et l'Allemagne n'accepte qu'on reste dans l'euro que si on fait des efforts de compétitivité. Et à ce moment-là, elle nous aide. Comme elle a aidé l'Espagne, comme elle a aidé le Portugal, comme elle a aidé la Grèce. À la Grèce, on lui a dit, on vous sauve, mais vous baissez les salaires, vous baissez les retraites de 30%, vous, etc., etc., etc. Tout ce qui a été... Je ne sais pas. Mais après, bon, c'est technique, tout ça, c'est compliqué en 3 minutes. Disons que, oui, un mot sur les talons morts, mais bon, je ne suis pas venu ce soir pour parler de ça. C'est que la monnaie est mise dans chaque pays en proportion des quantités d'or détenues par la Banque centrale. Ça, c'est le principe de l'étalon mort, avec un lien stable entre la valeur de la monnaie nationale et l'or. La valeur de la monnaie nationale définie en fonction d'une certaine quantité d'or. Il y avait dans l'étalon mort qui existait au XIXe siècle, une partie du début du XXe, il y avait des mécanismes par lesquels il devait y avoir un rétablissement automatique des balances des paiements de chaque pays. Lorsque un pays était excédentaire, il y avait de l'or qui arrivait, et il devait y avoir une augmentation de prix dans le pays excédentaire, une diminution des prix dans les pays déficitaires, donc un gain de compétitivité dans les pays déficitaires qui devait leur permettre de revenir à l'équilibre extérieur. Mais cet équilibre extérieur, ce rééquilibrage extérieur se faisait en fait par alignement, comme Michel l'a dit, la politique des pays les plus faibles sur la politique des pays les plus forts. C'est-à-dire, ça excluait, disons, le laxisme monétaire, si on peut dire, employer ce mot. La planche à billets, etc. Voilà, ça excluait la planche à billets et l'inflation comme solution aux problèmes structurels de l'économie. Et la dévaluation. Bon. Et c'était le grand reproche que Keynes faisait à l'étalon mort, c'est que ça favorisait les politiques déflationnistes, privilégiant la stabilité, voire la baisse des prix, par rapport aux politiques expansionnistes. C'était le gros reproche de Keynes à l'égard de l'étalon mort. Ensuite, à partir de 1944, on a eu un système d'étalons de change or qui a assoupli l'étalon or par le biais d'une monnaie intermédiaire qui, en l'occurrence, même si ce n'était pas dans les textes, a été le dollar. Le dollar, entre 1944 et 1971, a été l'intermédiaire entre les monnaies nationales et l'or. Le dollar était défini par une quantité fixe d'or, c'était 35 $ l'once.
Et ça a duré donc pendant plusieurs décennies, et ça correspondait presque aux 30 Glorieuses. Les autres monnaies étaient liées au dollar par des parités qui étaient théoriquement fixes, mais qui étaient ajustables. C'est-à-dire que les différents pays, dont la France, dont l'Allemagne, pouvaient soit dévaluer leur monnaie, soit réévaluer leur monnaie, lorsqu'il y avait un problème de déséquilibre de la balance des paiements. Lorsque les pays étaient déficitaires, ils pouvaient dévaluer. Lorsque les pays étaient excédentaires, durablement, ils pouvaient réévaluer. Et par exemple, en France, il y a eu une dévaluation en 1958 qui est très connue quand De Gaulle est arrivé. Une autre dévaluation en 1969, faite par Pompidou, si je me souviens bien, juste après que De Gaulle soit parti. Bon, c'était les deux grosses dévaluations qui ont été des succès économiques parce que ça a permis à la France à chaque fois de retrouver la compétitivité, etc. Et donc, à partir de 71, bon, je finirai là-dessus, Nixon, parce que les États-Unis, c'est pendant la guerre du Vietnam, ont eu de gros problèmes concernant le dollar. Il y a eu une défiance des milieux d'ailleurs économiques et financiers à l'égard du dollar, de sorte que, en 71, ça a duré depuis 66 en fait, et depuis le début de la guerre, la phase aiguë de la guerre du Vietnam, et Nixon a dit, bon, mais à partir de maintenant, les détenteurs de dollars, qui avaient donc des créances sur les États-Unis, ils ne pourront pas transformer ces dollars en or. Donc, il a déconnecté le stock d'or des États-Unis des dollars qui se baladaient à travers le monde. Et à partir de ce moment-là, il y a eu l'éclatement du système monétaire international et on est passé à un système de taux de change flottant 2 ans après, 1973, c'est-à-dire que non seulement les monnaies n'ont plus été définies par un poids fixe en or, mais les taux de change entre les monnaies sont devenus flottants. Oui, non, juste dire que l'étalon dollar en 1944, ça n'a rien à voir avec l'étalon or. Ça n'a aucun rapport. Il y a juste une référence à l'or, mais ça n'est plus du tout l'étalon or, puisqu'on peut l'évaluer. Et la deuxième chose, c'est que De Gaulle avait déjà en 1965 demandé la conversion des dollars en or, et que on lui a dit envoie le Charles de Gaulle si tu le veux, mais voilà. Ça n'a pas changé grand-chose. Non, ça n'a pas changé. Non, il pensait à l'époque que nos amis allemands, etc., allaient le suivre, mais personne ne l'a suivi. Mais non, parce que déjà là... Mais il y avait l'Union soviétique en face, il ne fallait pas rêver. Ah oui, mais bon. Ben oui, et les Allemands, et comme aujourd'hui les anciens pays de l'Est, l'Ukraine, il y a la Russie en face, et donc ils ne veulent pas que les États-Unis partent. Donc, Très bien. Tu conclus? non, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Bien, alors, on remercie Michel Zerbato pour sa prestation. Et puis, donc je vous rappelle que le 18 octobre, ce sera une conférence sur la transition énergétique, avec justement toutes les énergies nouvelles, renouvelables, faites tout ce que vous voulez. J'ajouterai un petit mot, j'espère que ce que je vous ai raconté, ça va vous aider à bien voter quand le moment viendra, parce que vous aurez compris un peu mieux comment ça se passe. De toute manière, l'objectif de ces conférences d'éducation populaire, c'est ça. C'est essayer d'expliquer, essayer d'informer pour que les gens votent ce qu'ils veulent. Ah bah oui. Ce qu'ils veulent, Ah oui. mais en toute connaissance de cause. Voilà, c'est tout. Bravo Bernard. Merci.